Bonjour Patrick, Bonjour Finn, comment vas-tu? ça va, merci. Je voulais reprendre la conversation que nous avons eue à une autre occasion concernant le libre-échange. Parce que je pense qu'il y a effectivement, c'est un gros sujet, il y a encore certaines choses à dire, il y a même beaucoup de choses à dire. Euh, il y avait un point que je voulais mentionner, c'est que on disait beaucoup au 19e siècle que nous avions le libre-échange, mais il faut se rappeler que ce n'était pas tout à fait le cas aussi pour des raisons politiques, parce que même quand il y avait très peu de tarifs douaniers, ou bien aucune, euh, il y avait des pressions politiques très fortes. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est souvent remonté par des gens de gauche, et ils ont raison. Si on prend par exemple le concept d'avantage comparatif de Ricardo, c'est-à-dire le fait que chaque pays produit ce qu'il produit le mieux par rapport aux autres, et ensuite on échange et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est un peu plus compliqué que ça pour deux raisons. La première raison, c'est que en réalité, dans la société d'aujourd'hui, pratiquement n'importe quel pays peut faire pratiquement n'importe quoi, euh, peut produire pratiquement n'importe quoi, à quelques exceptions près. Il y a des marchandises qui ne peuvent pas effectivement être produites dans tous les climats, c'est sûr, quoique avec des technologies modernes. Et ensuite, peut-être le point le plus important, ce sont les services, que certains services, beaucoup de services d'ailleurs, ne peuvent pas être exportés, ils doivent être réalisés sur place. Mais en dehors de ces quelques, disons, exceptions, la société a beaucoup changé par rapport au 19e siècle. Nous ne sommes plus dans une situation où il y a une vraie, disons, division entre les zones, des zones géographiques, euh, parce que aussi les livraisons euh, et le transport a énormément augmenté en taille et est devenu extrêmement peu cher. Et ceci enlève les derniers freins en réalité au libre-échange quelque part où nous sommes plus réellement autant dans un monde euh, davantage comparatif figé. Je dirais que nous sommes dans un monde davantage comparatif, effectivement. C'est toujours plus avantageux d'avoir des développeurs de logiciels en Inde ou en Chine plutôt que en France, par exemple. Euh, et ça, c'est des avantages aussi un petit peu artificiels, puisque une des raisons pour lesquelles c'est plus avantageux de développer son logiciel en Inde ou en Chine, c'est tout simplement parce qu'il y a des réglementations étatiques, donc des interventions au marché qui font que. Ensuite, il peut y avoir aussi des barrières plus ou des freins plus naturels parce que vous trouvez plus ou moins de ressources à différentes périodes, des ressources humaines ou des ressources matérielles à différentes périodes et différents endroits. Donc ça, ce sont des ajustements naturels des avantages ou des désavantages comparatifs. Donc ça, c'est un point important. Voilà, juste, tu as quelques commentaires à ce sujet? Au sujet des avantages comparatifs, non, pas vraiment. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, donc il faut toujours, à laquelle il faut toujours penser. Bon, il y a les avantages comparatifs. En agriculture, par exemple, il y a des pays où on peut faire trois récoltes dans l'année et des pays comme la France où on fait une récolte. Donc ça, c'est un avantage comparatif. Après, tu disais que compte tenu de la société du développement économique que nous avons, cet avantage comparatif peut être réduit et on peut produire euh, à peu près tout ce que l'on veut quelque part. C'est possible, mais il y a un facteur dont il faut tenir compte pour produire des éléments différents dans des endroits qui, a priori, ne sont pas faits pour ça, c'est l'énergie. Maintenant, nous avons la technologie pour produire beaucoup de choses à peu près n'importe où, mais ce dont il faut tenir compte, c'est l'énergie. J'ai cité l'exemple de pays où l'on peut faire trois récoltes, c'est parce que les conditions climatiques sont favorables. Le soleil est gratuit, la pluie est gratuite, etc. Si on veut faire une production sous serre, par exemple, il faut de l'énergie, plus ou moins. Si nous avons une énergie bon marché, on va vite
être compétitif par rapport à on va dire l'énergie naturelle. Si on a une énergie qui est chère, on ne sera pas compétitif. Pour des biens de consommation, c'est la même chose. Il y a des pays qui ont une énergie bon marché et des pays qui ont une énergie rare et chère. Les pays qui ont une énergie bon marché vont produire des produits industriels de manière compétitive. Et les pays qui ont une énergie chère vont produire des produits industriels de manière qui n'est pas compétitive. C'est important et c'est intéressant ceci aujourd'hui parce que nous avons vu, suite aux décisions politiques qui ont été prises après la guerre en Ukraine, après le début de la guerre en Ukraine, l'Europe a considérablement enchéri ses sources énergétiques. Elle a renoncé à une énergie abondante et bon marché. Résultat, l'économie européenne, les industries européennes, par exemple, ne sont plus compétitives. On lit que l'Allemagne a des grandes difficultés, la France aussi, mais la France part de beaucoup plus bas. Et c'est pour ça que les industries allemandes envisagent de partir dans d'autres pays, comme les États-Unis, où l'énergie est moins chère. Donc c'est vrai, l'avantage compétitif euh, est important, mais la source d'énergie et l'énergie est importante dans le libre-échange parce qu'elle sert, c'est vrai, à transporter une marchandise d'un point à un autre, mais elle sert aussi à produire un bien de consommation ou une marchandise. Oui, c'est exactement ça. L'énergie, effectivement, elle s'exporte pas tant que ça. Elle est plus naturellement produite sur place également parce que transporter l'énergie à travers les câbles emmène en soi une perte de ce bien en réalité. Ça c'est tout à fait correct. Euh, voilà, il y avait un dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est le point, je pense, un des points clés aujourd'hui qui font que beaucoup de gens n'acceptent pas le libre-échange. C'est ce fameux argument qu'on appelle en anglais infant industry, c'est-à-dire l'industrie enfantine. L'idée, c'est de dire, oui, nous acceptons que le libre-échange fonctionne. Effectivement, il faut le libre-échange, il faut réduire complètement les tarifs douaniers partout, et ceci va avoir un impact positif pour tous, non seulement ceux qui exportent, également ceux qui importent. Ça, c'est très important. Je pense que beaucoup de souverainistes en France n'ont pas tout à fait absorbé ce message. Hein. C'est même quand on importe uniquement, il est plus avantageux pour le peuple français ou le peuple qui est considéré d'importer évidemment sans de baisser ses propres tarifs douaniers puisque la possibilité de consommer des biens étrangers va être augmentée dans le pays qui a abaissé ses propres tarifs douaniers indépendamment de ce que le pays qui est en face fait ou ne fait pas. Et on a tendance toujours à penser que euh, si l'autre baisse, je baisse. Ça fonctionne pas comme ça. Le libre-échange est avantageux, quelles que soient les actions ou l'action que prend ou prend pas l'autre pays. Donc la France a un intérêt à baisser ses tarifs douaniers, par exemple vers les États-Unis, indépendamment en réalité de ce que font les États-Unis, par exemple sous Trump. Mais je reviens au point que je voulais mentionner, le instant industry, parce que ça c'est un argument qui est un peu plus difficile à contrer, même si nous le controns, évidemment. Il s'agit de dire que nous acceptons le libre-échange, mais dans certains cas, pour aider les industries naissantes, nous acceptons que ces pays, effectivement, doivent avoir des tarifs douaniers extrêmement élevés dans certains domaines pour protéger ces industries naissantes. Parce que sans ces tarifs douaniers, ces industries naissantes ne pourront jamais se développer et donc ce pays va rester un pays sous-développé ou pauvre pendant aussi longtemps qu'on veuille. Donc ça c'est un point important. Je pense que il y a plusieurs manières de répondre à cela. La première réponse, c'est de dire qu'effectivement
les industries naissantes sont souvent aussi des conséquences d'interventions étatiques dans ce pays-là. Et une autre possibilité de répondre à cela, c'est de prendre l'exemple des États-Unis. Parce que aux États-Unis, effectivement, les Américains avaient des tarifs douaniers élevés par rapport au Royaume-Uni, et c'est d'ailleurs une des raisons pour la guerre civile. Hein, mais le Nord, les Yankees, donc, avaient des tarifs douaniers assez élevés, et c'était supposément pour protéger leur industrie face à cette industrie ou ce pays plus développé que représentait le Royaume-Uni. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, les 50 États, pas tout à fait 50 États à l'époque, mais les États des États-Unis, de par la Constitution américaine, ont un commerce totalement libre, euh, sans aucune, sans aucun tarif douanier au sein des États-Unis. Et ceci, euh, ceci a permis, en réalité, à d'innombrables industries, même des industries lourdes, à se développer dans énormément d'États où il n'y avait rien, alors que, en même temps, donc, ces industries existaient déjà dans les 13 États initiaux des États-Unis. Et donc, le marché intérieur des États-Unis est un exemple flagrant du libre-échange en réalité, parce qu'il faut se rappeler que les 50 États, ce sont des États qui constitutionnellement étaient indépendants avant la création de la Constitution américaine et qui ont décidé de, de faire partie d'une union, donc d'une république, mais qu'à l'intérieur, ces États étaient en compétition les uns avec les autres et donc pratiquaient du libre-échange. Voilà. Oui, je pense que ce que tu dis est très intéressant. Il faut penser aussi que ce qui compte beaucoup dans l'émergence d'une nouvelle industrie, un bébé industrie, ce sont les innovations. Et les innovations sont indépendantes, on peut dire, des tarifs douaniers, au moins au départ, puisque c'est quelque chose d'extrêmement nouveau qui sort. Et ce produit nouveau va rencontrer ou pas sa demande. Si elle rencontre sa demande, à ce moment-là, l'entreprise va devenir prospère. Si elle ne la rencontre pas parce qu'elle ne la rend pas service, à ce moment-là, elle va disparaître ou se reconvertir ou s'adapter à autre chose. Mais ça, c'est indépendant des tarifs douaniers, indépendant des règles que l'on donne pour protéger, prétendument protéger une entreprise naissante innovante. Ce qui permet à une entreprise naissante innovante de fonctionner, c'est la liberté économique qui règne dans le pays et c'est un rôle de l'État extrêmement limité. C'est un État qui n'interfère pas dans la liberté économique d'entreprise pour, dès le départ, lui imposer des normes, des contraintes, des prélèvements qu'il a tués à la racine. Il y a une autre chose que j'aimerais dire, c'est que le tarif douanier, le protectionnisme, on va dire, est censé protéger essentiellement, c'est pour dire un peu différemment ce que tu as dit, les producteurs au détriment des consommateurs. Mais Exactement. nous sommes tous des consommateurs. Même un producteur est un consommateur. Et C'est au ça. final, tout le monde perd. Le consommateur perd parce il est contraint d'acheter des produits plus chers, mais le producteur perd aussi parce que quand on regarde la situation de la France aujourd'hui, les producteurs qui sont censés être protégés par l'État-providence ne l'ont pas été. Et le contraire, l'État-providence, pour reprendre ce que je disais dans une autre vidéo, l'État-providence leur a mis des tas de bâtons dans les roues. Donc, le protectionnisme, c'est une fausse protection, le protectionnisme douanier, on va dire, c'est une fausse protection pour les producteurs parce qu'au final, ils vont finir par avoir de grandes difficultés économiques à cause de leur état à eux. Et ce n'est pas une protection pour les consommateurs que nous sommes tous, qui sont obligés de payer des produits beaucoup plus chers qu'ils ne le devraient.
C'est ça, exactement. Et le seul point pour moi à ajouter, c'est que, effectivement, si on donne à la population la possibilité d'avoir accès à des produits issus de libre-échange, effectivement, cela va mettre une certaine pression sur les sociétés locales, mais surtout, ça va mettre de la pression sur l'État, puisque souvent, ces sociétés locales en France, on pense à des secteurs entiers en France, sont sous-compétitifs, ils ne sont pas compétitifs sur le marché international parce que l'État, comme tu dis très justement, l'État a introduit toute une série de réglementations, de fiscalités qui n'existent pas de l'autre côté de la frontière et qui fait que ces pays ou ces secteurs, ces sociétés ont du mal à concurrencer les produits qui arrivent. Mais c'est assez artificiel. Donc en fait, réduire les tarifs douaniers, ça signifie aussi dans une certaine logique, pour le gouvernement de réduire ou de libéraliser son propre marché intérieur, de laisser justement faire, de laisser les sociétés internes, les sociétés qui existent en France, euh, pouvoir concurrencer dans un marché beaucoup plus libre qu'il n'existe aujourd'hui. Bon, ben voilà, mais Exactement. merci Patrick. Merci. Merci, Phil.